Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Ça y est, nous y retournons pour une nouvelle aventure matinale, les matins d'Aïssa, que je vous présente depuis quelques semaines déjà, avec beaucoup de bonheur sur le bouquet africain. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur Espace FM, donc du côté de la Guinée. On en profite pour saluer tous nos auditeurs branchés sur la FM du côté de la République de Guinée. Bonne matinée, il est 8h en temps universel, 10h et 1 minute dans quelques secondes à Paris. Nous allons accueillir nos différents invités et nous allons parler mathématiques tout à l'heure avec Christian Kamtche. Il est une figure reconnue dans le monde de la finance quantitative et de l'entrepreneuriat, professeur de mathématiques financières, formateur, écrivain et conférencier. Il va venir nous parler de sa passion pour la transmission du savoir, la transmission des mathématiques, notamment à travers des approches innovantes et ludiques. Il nous parlera de son actualité à travers le jeu de cartes Ishango. Donc, il lance une campagne de crowdfunding pour arriver à son objectif, donc de lancer ce jeu pour révolutionner l'apprentissage des mathématiques. On parlera également de son parcours et de ses différentes contributions, puisqu'il est également écrivain et pléthore d'ouvrages qu'il a publiés. On parlera de tout ça avec lui. Nous accueillerons tout à l'heure un invité impactant, Greg Cialek, est multi-entrepreneur, notamment dans le domaine de l'immobilier. Il va nous parler du lancement du site Les Pages Afro-Caraïbes, un annuaire digital dédié à la mise en lumière des entrepreneurs indépendants, des entreprises et des associations afro-caribéennes installées en France métropolitaine. Il nous rejoint dans quelques minutes dans l'émission Les Matins d'Aïssa. Bienvenue, installez-vous confortablement. Couleurs et de magnifiques sonorités dans Les Matins d'Aïssa, la vitrine des talents d'Afrique et de la diaspora, avec nos premiers invités dans un instant sur le plateau. Les Matins d'Aïssa sur Espace. En attendant, Axel Merrill, tout de suite sur la playlist avec Abou. De retour dans Les Matins d'Aïssa. Les Matins d'Aïssa sur Espace. Vous savez, à présent, depuis quelques semaines, l'émission et la vitrine des talents d'Afrique, les talents afro et de la diaspora, ceux venus de passage à Paris dans le cadre de la promotion de leurs activités, mais ceux aussi nés ici avec de nombreuses initiatives. Ils sont artistes, ils sont issus du tissu associatif, ils entreprennent, ils viennent nous raconter leurs histoires passionnantes et leurs initiatives. Dans ce sens, nous accueillons aujourd'hui Greg Cialek, il est multi-entrepreneur, notamment dans le domaine de l'immobilier. Il nous parle aujourd'hui de son actualité à travers le lancement officiel du site lespagesafrocaraïbes.com. C'est un annuaire digital dédié à la mise en lumière des entrepreneurs indépendants, des entreprises et associations afro-caribéennes installées en France métropolitaine. Quelle belle idée. Merci de nous rejoindre pour nous en parler, Greg Cialek. Vous allez bien? Bonjour, merci à vous. Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, l'idée vous est venue de vos expériences dans l'entrepreneuriat. Quel manque avez-vous voulu combler en lançant les pages afrocaraïbes.com, Greg? Absolument. Alors, comme vous l'avez bien précisé, mais j'ai un peu d'expérience dans l'entrepreneuriat, à peu près une vingtaine d'années, sur diverses entreprises et dans différents domaines. Donc, j'ai eu l'occasion, à travers mon parcours professionnel, de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise et des associations afro-caribéennes. Et finalement, le constat est que nous sommes pas assez visibles et chargés de compétences à offrir. Donc je me suis dit, pour moi, c'est devenu un outil indispensable, incontournable. Il fallait que je le crée. Alors, à qui s'adresse cet annuaire digital? Quelle est la cible? Alors, cette annuaire digital a pour objectif vraiment de mettre en avant les entrepreneurs, les entreprises et les associations afro-caribéennes immatriculées en France. Donc, dans un premier temps, ça s'adresse à ces professionnels et ces associations. Et puis aussi à la communauté. J'invite vivement la communauté à consommer chez nous parce qu'on a de quoi satisfaire leurs demandes.
Alors, comment est conçu l'annuaire digital? Dites-nous un petit peu comment il s'articule. Alors de façon, j'ai envie de vous dire, assez commune aujourd'hui, hein, comme lorsqu'on utilise, un outil ou un site internet comme Booking ou comme, Les Pages Jaunes ou comme, Le Bon Coin. Je me suis évidemment inspiré de ce qui fonctionne, hein. Oui, Je sais pas, j'avais pas d'expérience dans l'industrie numérique, faut bien comprendre, hein. J'ai juste une idée et cette idée, devait absolument passer par un outil, informatique oui. et donc voilà, j'ai regardé ce que font comment on fait, les plus grandes plateformes et je m'en suis inspiré. Alors, comment sont répertoriées les personnes, les entrepreneurs indépendants, les entreprises et les associations? Est-ce que vous faites un appel à contribution pour venir alimenter cet annuaire digital? Ou est-ce que vous avez fait des recherches en amont pour pouvoir vous-même les proposer? Alors, un peu des 2. Heu, En clair, à chaque fois que je rencontre un entrepreneur ou une association ou une entreprise afro-caribéenne, j'essaie de lui faire savoir, l'objet du site D'accord. et l'intérêt, qu'il a à être dessus et qu'il a lui aussi pour la communauté, d'accord? Parce que j'estime que, avoir un prestataire de la communauté change finalement la prestation. Oui. Le relationnel n'est pas le même, l'échange commercial n'est pas la même, et ainsi que, le rapport de confiance relationnel, prestataire-client s'instaure beaucoup plus facilement. Oui. Ça s'explique, hein, on on a les mêmes origines, on a les mêmes us et coutumes, on se connaît finalement sans se connaître vraiment. Oui. Donc on sait comment répondre, quoi faire, donc voilà. Donc vraiment, c'est un outil, je pense, qui pourrait fédérer et créer beaucoup de choses. Alors, est-ce que les personnes, les contributeurs, ou en tout cas les personnes qui sont répertoriées dans cet annuaire, ont été vérifiées? Est-ce que vous avez été vérifiés si ce sont des vraies entreprises, ce sont des vrais prestataires et s'ils proposent des prestations de qualité? Est-ce qu'il y a justement au niveau qualitatif des exigences de l'annuaire digital? Oui, et merci, c'est une question très pertinente et beh, finalement, faut bien comprendre que le site, il est assez autonome. Il est fait de façon à ce qu'un un annonceur puisse, s'inscrire de lui-même. Ouais, Donc techniquement, s'il peut s'inscrire de lui-même, j'ai pas l'occasion de valider que ce soit une vraie entreprise, physiquement. Par contre, on a mis des systèmes, hein, comme je vous ai dit, bon, beh, aujourd'hui, on a pas mal d'outils numériques, hein, et donc dans le site, il y a une vérification. Donc déjà, il faut que ce soit un vrai professionnel, donc il a un cabis, un sirène, un numéro de d'accord. sirène ou un numéro associatif, une déclaration au journal officiel. Donc il y a une identification de ce automatique de ce numéro sirène et une vérification par ceux qui chargent. D'accord. C'est-à-dire que s'ils nous chargent une facture téléphone à la place du cabis, ça passera pas, clairement. Le cabis est vérifié et validé automatiquement. Alors donc, les contributeurs sont vérifiés. Comment est-ce que, dans la conception, pour s'y retrouver, c'est catégorisé par, Tout à fait, comme lorsque vous cherchez quelque chose un sur les pages restaurant, jaunes, par exemple? vous cherchez un mécano, vous cherchez un médecin, ou une femme de ménage. Bon, ben voilà, vous allez taper votre recherche, D'accord, d'accord, oui. et votre localisation de recherche. Alors au niveau quantitatif, quelles sont vos ambitions? Et au niveau, également géographiquement parlant, est-ce que vous allez répertorier seulement, les personnes qui sont, en région parisienne ou en France? Alors, Quelles sont les projections? alors, le site, c'est vraiment à échelle nationale, Oui, d'accord. On a déjà des prestataires qui sont en Guadeloupe et Martinique notamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clients ici. Exemple, une fleuriste qui exporte beaucoup de fleurs du pays. Heu, Excusez-moi, une fleuriste qui reçoit qui vend beaucoup de des commandes, d'ici pour la famille au pays. d'accord, Voilà, pour différentes occasions, les naissances, les baptêmes, ouais. les mariages, malheureusement les décès également. Bon ben, une partie de la famille ici envoie des fleurs. Donc elle s'est enregistrée, elle a senti qu'elle avait du sens à être sur le, Sur sur l'annuaire. l'annuaire? En fait, pour les gens qui sont,
je vais vous dire, outre-mer, c'est à eux d'analyser le besoin. Est-ce qu'ils ont une clientèle qui part de France ou pas? Ouais. D'accord. Et là, il y a du sens. Sinon, pas forcément. Mais sinon, c'est à échelle nationale. Euh, Vraiment partout, toute personne en France peut s'enregistrer et créer son annonce. Est-ce que l'utilisation est gratuite et pour se faire répertorier, si on est entrepreneur, est-ce qu'il y a un droit pour le service? Est-ce qu'on doit payer? Alors, l'utilisateur, donc celui qui vient faire ses recherches, qui cherche un prestataire, c'est au même titre lorsqu'il va faire une recherche sur Le Bon Coin, c'est totalement gratuit, évidemment. Il y a une partie financière pour les annonceurs, mais moi j'avais à cœur. Alors, il faut bien comprendre que ce projet, c'est. Alors, moi, j'aime les affaires, j'aime la création de richesse et faire du business. Mais c'est c'est la première et la seule affaire que j'ai faite jusqu'à présent où il y a vraiment une ambition noble à travers cet outil. Ce que je veux, c'est vraiment fédérer, mettre en avant nos compétences parce qu'on en a. J'ai envie qu'on consomme plus chez nous avant d'aller consommer chez les autres. J'ai rien contre chez les autres. D'accord, je pense qu'il faut le dire. Ce site, c'est pas un site pour s'enfermer. Au contraire, j'invite les gens de la France entière à venir consommer chez nous et voir nos compétences, nos savoir-faire et profiter de tout ça. Donc vraiment, le projet initial, il est là. Et en plus d'un simple site, c'est un mouvement que je veux lancer, finalement. Ouais. Voilà, c'est vraiment un mouvement entraînant un changement. Parce que ça fait des générations qu'on est là et je pense qu'on n'est pas les mieux placés et pourtant on est là depuis longtemps et on a des compétences à donner et à offrir. Alors, pour répondre à votre question, Oui, réellement, allez-y. il y a une partie financière qui est symbolique. Je voulais pas que ça soit un sujet, je voulais que tout le monde puisse accéder à ce site, qu'on soit un jeune entrepreneur qu'on vient de se lancer ou une entreprise qui fonctionne déjà. Ouais. Je voulais pas que ce soit un sujet d'argent, donc j'ai pris... mais on a besoin quand même de fonds pour payer tout l'aspect technique, la communication. Une société doit se développer pour proposer aussi des bonnes prestations, donc ça passe aussi par une trésorerie et une entreprise viable. Donc il y a un abonnement pour les annonceurs, un abonnement d'1 an à une mensualité de 10 € par mois. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un prix qui est assez symbolique, mais dont on a besoin quand même pour fonctionner. Donc tout le monde peut le faire, je pense. Chaque entrepreneur, entreprise ou association qui a envie de mettre une annonce sur le site et participer à ce mouvement, financièrement le peut à 10 € par mois. À quel moment avez-vous lancé le site, les pages afrocaribe.com? Alors, écoutez, c'est tout récent, vraiment tout récent. On a fait le lancement officiel le 15 juin à 18 h. On travaille dessus depuis l'année dernière quand même, ouais. Mais on a pris le temps de le sortir pour proposer vraiment un vrai produit fonctionnel. Et combien d'annonceurs sont déjà référencés? Là, comme je vous ai dit, c'est sorti il y a 3 jours. Donc une petite vingtaine, une trentaine d'annonces à peu près. Mais le site va se remplir au fur et à mesure. La semaine prochaine, ce sera différent. La semaine d'après, ce sera encore différent. On travaille dur sur la communication. Je suis ici pour aussi. Et Dieu sait qu'il y en a de belles initiatives, en tout cas des initiatives qui méritent d'être connues, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau associatif, etc. Donc, on souhaite longue vie. C'est quoi l'appel que vous avez envie de lancer avant de raconter un peu votre histoire et votre parcours, Greg Cialek? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent et qui découvrent aujourd'hui cet annuaire digital? Mais j'ai envie de vous dire que je pense que se fédérer, c'est important. Je pense pas je dis pas qu'un entrepreneur afro-caribéen qui se débrouille tout seul et qui rejoint pas ce mouvement, on peut pas s'en sortir. Loin de là, mais je pense que tout seul, on peut avancer, mais ensemble, on fait plus de choses, on va beaucoup plus loin. L'idée, c'est vraiment d'inciter la communauté à aller voir ce que l'on a, à prendre finalement des habitudes d'aller consommer chez nous. On a des gens très compétents et dans tout corps de domaine. Il faut savoir aussi qu'un entrepreneur de base, qu'il soit afro-caribéen ou pas en France, c'est pas évident. Je pense que lorsqu'on est afro-caribéen, on a encore peut-être une petite difficulté en plus, de par la société qui est comme ça et on fait avec. Donc je pense que pour faire vivre nos entreprises, on
ce serait bien d'encourager nos entreprises et de les faire vivre et nos entrepreneurs. Il faut savoir aussi que on est quand même nombreux, quand Ouais. même, plusieurs millions, la communauté afro-caribéenne en France. Donc, je pense qu'en nombre, on est suffisamment nombreux pour valider nos entreprises par nous-mêmes, Ouais. au lieu d'attendre d'être validés par les autres et de les faire vivre. Alors, vous avez raconté votre parcours entrepreneurial, une belle histoire entre résilience, travail, excellence. À 24 ans, avec 24 ans, vous ressentez le besoin de tracer votre propre voie. Vous dites, le salariat, bien qu'utile et structurant pour beaucoup, ne correspondait pas à mon tempérament. Alors, c'est jeune, 24 ans, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, En effet. Greg Cialek. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est posé parce que j'étais rempli d'envie, même à 24 ans. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais dans la même boîte, mais je sentais que si je trouvais pas une solution entrepreneuriale, j'aurais pas eu la vie que je souhaitais. Et finalement, c'était pas une option, quoi. En clair, c'était pas une option d'entreprendre pour essayer de vivre la vie que je voulais vivre. Alors à l'époque, vous étiez en poste dans une société d'ambulance et les choses ont évolué au fur et à mesure avec la discipline et le travail et surtout cette vision que vous vouliez la liberté, maîtriser votre temps et être indépendant. Absolument. Pour moi, ça, c'était vraiment... je vais te vous dire, c'était le leitmotiv. C'est pas facile en plus le domaine de l'ambulance. Non, c'était pas ça. Moi, je travaillais de nuit. Ouais. J'étais urgentiste de nuit dans une société qui était très spécialisée sur les urgences de nuit. On faisait beaucoup de garde SAMU. Euh, mais je voyais la vie du patron quand même. Je voyais la vie du patron et cette vie-là me plaisait. Alors, à la différence des collègues, moi, je l'enviais, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je Ouais, voulais... c'était une source de motivation. Ouais, une source de motivation. Ouais. J'essayais d'être comme lui, c'est-à-dire dans la façon de faire professionnellement, dans son analyse, dans ses prises de décision, etc. Bon, ce qui a fait que... Ça vous a nourri? Ça m'a fait grandir, bien sûr. Il m'a appris plein de choses, cette personne. Ce qui a fait que à 24 ans, je m'associe avec lui. On rachète une boîte d'ambulance, Ouais. avec du personnel et tout. Donc, finalement, là, c'était vraiment l'école, hein. L'école entrepreneuriale. Gérer une boîte, gérer du personnel. Donc voilà, c'était Alors, très vous dites une formateur. aventure intense, exigeante, où les sacrifices furent nombreux et ça a été une période d'apprentissage Absolument. et qui a Vraiment. demandé aussi beaucoup d'investissement. Vous parlez de l'investissement. À ce moment-là, 85 000 euros d'investissement. Alors c'était pour la société qui a les 85 000 euros, j'investis quand je me suis mis totalement à mon compte, D'accord, ok. tout seul, vraiment à C'est l'étape 100%. d'après, d'accord. En fait, ce qui s'est passé par rapport à l'ambulance, c'est que j'étais minoritaire dans ces sociétés. Donc, on a racheté une deuxième boîte aussi, une petite entreprise sur Paris, une petite ambulance sur Paris. Mais je me sentais... franchement, j'ai beaucoup de reconnaissance, hein, par rapport à ce que j'ai Mais c'était pas vécu suffisant par et mon rapport à ancien vos associé. Mais ambitions. c'était, voilà, j'avais envie de plus, j'avais envie de monter quelque chose, de tout maîtriser de A à Z. Donc, du coup, j'ai revendu mes parts sociales. Ouais. Et j'ai créé une boîte qui s'appelait Perfect Permis. J'étais dans le domaine c'était un centre de sensibilisation au risque routier où serait venu chez moi pour récupérer des points sur votre permis de conduire. D'accord. Et en même temps, jouer des voitures sur la même structure. C'était pas mal. Là aussi, c'était très formateur. Vraiment, j'ai tout créé, hein, la marque, tout. Mais c'était un vrai parcours quand même, hein. Vraiment. J'en souris aujourd'hui, mais j'en ai pas souri tout le temps. D'accord. J'ai connu la première année où j'ai pas pu me rémunérer, Ouais. ou même les autres années, ou la deuxième année, ou troisième année, où lorsque je me payais plus de 1000 euros, c'était pas mal déjà. Donc, bon, le vrai cursus Ouais, c'est important de dire que entrepreneurial, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut être prêt parce qu'il Faut être prêt, il peut y avoir absolument. Moi, je pense que faut être prêt, financièrement aussi. Souvent, lorsqu'on monte une boîte, on n'a pas forcément beaucoup de
de recul financier derrière, donc c'est pas évident. Je pense que là où il faut être vraiment prêt, c'est psychologiquement. Ouais. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est continuer à avancer tout en prenant des coups. Mais il faut continuer à avancer. Mais pour vous, ces échecs, on va dire que ça a été aussi des tremplins, parce qu'après, vous décidez de prendre un autre virage et de vous lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine de l'immobilier. C'est ça. Vous nous racontez? Alors, forcé de liquider l'entreprise, à un moment donné, même malgré toute l'émotion et tout l'affect qu'on met dans une boîte, il y a les chiffres. Est-ce que les chiffres tiennent la route? Qu'est-ce qui a pêché, justement? Qu'est-ce qui vous a manqué pour réussir cette entreprise? C'est des stratégies entrepreneuriales, je pense que j'ai pris qui n'étaient pas les meilleures. Ouais. J'ai pris des locaux, j'avais un peu plus de 100 mètres carrés, j'ai Perfect Permis, pour faire mes stages. La majorité des centres louaient des salles dans des hôtels ou ailleurs, dans des centres d'affaires. Moi, je voulais avoir... Alors, je l'ai fait, bien sûr. J'avais d'autres endroits de stage, d'autres agréments, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle, qui vous permettent de faire les stages de récupération de points à droite et à gauche. Ouais. D'accord. Mais je voulais avoir un lieu de stage sur le lieu de l'entreprise, donc une salle pour accueillir 20 stagiaires. D'accord. Avec toutes les normes qu'il faut, donc il faut de l'espace. Il y a une réglementation à respecter pour avoir l'agrément et donc de lourds travaux. Je pense que ça déjà, c'était... j'aurais peut-être pas dû. Ouais. J'aurais peut-être dû faire comme les copains et les collègues à l'époque, prendre un bureau et faire les stages ailleurs. Bon, ça, je sais que ça m'a freiné un peu. Et puis à cette période, comme il y avait quand même beaucoup de concurrence, peut-être Ouais. plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ça s'est un petit peu écrémé, ce milieu. Donc, voilà, un milieu qui était très concurrentiel à l'époque. Et un problème de temporalité, on va dire, peut-être. Certainement. Si vous l'aviez lancé aujourd'hui, peut-être que ça aurait été différent. Mais en tout cas, je pense que vous avez réussi à rebondir de ces échecs, puisque juste après, justement, on disait, vous décidez de vous lancer dans un autre projet en rapport à l'immobilier. Vous dites, pour réussir dans ce domaine, il a fallu me réinventer, me former. Je me suis alors plongée dans des thématiques variées, techniques de vente, prise de parole en public, développement personnel. Je me suis nourrie intellectuellement pour maximiser mes chances de réussite. Et vous dites, aujourd'hui, je dirige une équipe d'environ 100 consultants immobiliers partout en France. Vous avez même lancé une formation Immo Succès. Vous nous parlez de cette nouvelle vie, peut-être un petit peu plus, on va dire, dans votre vision. Et peut-être que vous respirez un petit peu mieux, c'est un peu moins compliqué que l'aventure précédente. Alors, ça a son lot de difficultés oui, aussi. Mais écoutez, ça fait déjà 10 ans que j'ai démarré, que je me suis lancé dans l'immobilier. Je me suis lancé dans l'immobilier sur un qui ne tente rien à rien, vraiment. J'avais aucune compétence dans ce domaine. On m'a présenté un business model qui m'a plu, avec un accompagnement, enfin avec une formation aussi, bien sûr, interne à l'entreprise. Donc, de surcroît, on me proposait d'être indépendant, c'est-à-dire que je créais ma structure et comme un système un petit peu de franchise. Ouais, d'accord. Vous voyez, sans s'appeler comme ça, mais c'est le même fonctionnement finalement. Et vous l'avez compris, moi j'aime ma liberté. Pour le coup, je me suis lancé. Je me suis lancé dans un milieu que je connaissais absolument pas, mais qui m'intéressait tout de même. Je n'étais pas fermé. Donc, par contre, j'avais envie de réussir, mais là encore, c'était pas une option, quoi. Je plantais quand même Perfect Permis avec les dettes qui vont avec. Donc, j'ai évité la liquidation judiciaire. Je l'ai fermé moi-même, mais j'ai négocié avec mes créanciers de me donner du temps. Ouais. C'est exactement ce qui s'est fait. Et le temps, c'est-à-dire que j'avais 1 an pour rembourser toutes mes créances, quoi. Donc, la réussite au sein de l'immobilier, c'était pas une option. Je me suis mis dans la peau du personnage, j'ai appris, j'ai cherché à apprendre. J'avais pas forcément de fonds, vous avez compris. Je venais de planter ma boîte avec des dettes, donc j'avais pas de finances pour acheter des formations, etc. ou payer une école. Ouais. Et donc pour le coup, j'ai trouvé toutes sortes de moyens pour apprendre, que ce soit sur YouTube, les conférences gratuites, les conférences en ligne gratuites aussi, on peut s'inscrire.
j'ai pris tout ce que j'ai pu prendre et voilà. Et aujourd'hui, c'est une structure, en tout cas, c'est une entreprise qui fonctionne toujours? Absolument. D'accord. C'est mon métier, hein. C'est D'accord. mon activité principale. Les D'où pages la cravate, Afro-Caraïbes, non, je plaisante. les les pages Afro-Caraïbes, c'est comme je vous ai dit, c'est un projet que j'ai envie de mettre en place. C'est pour la communauté, c'est ma pierre à l'édifice. J'allais de vous dire, au moins, j'aurais essayé si ça fonctionne pas, mais il y a peu de chances que ça fonctionne pas parce que c'est un vrai projet et qui parle à tout le monde, à beaucoup de personnes. Mais l'immobilier, c'est ma vie, c'est ce qui me nourrit. Donc oui, je manage aujourd'hui. J'ai construit une équipe rattachée à mon agence immobilière dématérialisée, hein, d'accord, et sur toute la France. Donc une équipe que je manage, que ce soit en termes de formation, en termes de conseils, d'accompagnement professionnel, de management, leadership, voilà. C'est une belle réussite. Écoutez, c'est pas mal. Ouais. Merci. Les pages Afro-Caraïbes, le site internet www.lespagesafrocaraïbes.com, une page Facebook, les pages Afro-Caraïbes, Insta, TikTok, ils sont partout, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes pour apporter un petit peu plus d'informations et de précision pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur le site et pour rejoindre l'aventure de cet annuaire digital? Alors, je rappelle juste que le lancement, c'était le 15 juin, il y a 3 jours. Donc, on est très ravis. C'est une belle étape parce qu'on a travaillé dur pour proposer ce site. Je précise aussi que ce site, il a été fait par des jeunes de la communauté. Ouais. J'avais à cœur que ça soit comme ça, d'accord, pour rester dans une cohérence par rapport à mon projet. Des jeunes qui sont diplômés, ils ont le bac, après se spécialiser dans le domaine, donc des web développeurs. Ouais. Okay, c'est vraiment d'actualité, on en a vraiment besoin à l'heure où tout est numérique aujourd'hui, mais des jeunes qui se sont vraiment investis dans le projet parce qu'ils se sont sentis touchés et concernés. Et donc, bourrés de talent, BTS spécialisés dans leur domaine, ils ont une licence, ils sont en 2e année de master aujourd'hui, et bientôt sur le marché de l'emploi. Moi, je salue vraiment cela et je les remercie. Idem pour la personne que je pense que vous avez vu nos réseaux, on assure une vraie communication, une vraie ligne éditoriale précise. J'ai aucune compétence dans ce domaine, hein, c'est pas moi qui suis derrière. C'est une petite sœur aussi de la communauté, ouais. Qui elle aussi pareil, diplômée d'une école digitale en communication digitale de Paris. On a des talents, on a des étudiants qui arrivent en force derrière et qui ont aussi, eux aussi, envie de quelque chose de différent qu'ont vécu nos parents. Et finalement, l'intérêt à ce que les annonceurs viennent sur ce site et que les utilisateurs fassent travailler ces annonceurs, c'est que en faisant travailler ces annonceurs, vous allez faire grandir ces entreprises. Et nos entreprises ont besoin de grandir. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui pourront embaucher nos enfants demain. Et ça sera plus simple. Ce sera beaucoup plus facile si on a des grosses entreprises qui performent, qui grandissent et qui auront besoin forcément d'employés. Et on a des jeunes diplômés derrière. Et si on fait pas ça, ils vont aller taper à la porte d'autres entreprises qui font pas partie de la communauté et c'est compliqué, c'est plus difficile. À diplôme égal, c'est pas nous forcer, on n'est pas les premiers qu'on embauche. Voilà. Merci d'être venu nous parler de ce projet, d'être venu nous raconter votre histoire inspirante, impactante, Greg Cialek. Et il est multi-entrepreneur et bien entendu, il vient nous parler de son actualité à travers les pages Afro-Caraïbes. C'est un site internet, un annuaire digital dédié à la mise en lumière des entrepreneurs indépendants, entreprises et associations afro-caribéennes installées en France métropolitaine. On souhaite longue vie à ce beau projet et puis on vous dit à bientôt, Greg Cialek. Merci beaucoup, à bientôt. Donc, vite ta vie dans les matins d'Aïssa, bienvenue. Les matins d'Aïssa sur Espace.
De retour avec notre invité super génial. Nous accueillons Christian Kamchuang qui nous rejoint. Alors, une vision révolutionnée à l'apprentissage des mathématiques par le jeu notamment. Alors, Christian est une figure reconnue dans le monde de la finance quantitative et de l'enseignement. Professeur de mathématiques financières, formateur, écrivain et conférencier. Il se distingue par sa passion pour la transmission du savoir et des mathématiques. Notamment, il vient nous parler de son actualité à travers la sortie d'un jeu de cartes pour rendre ludique, innovant l'apprentissage des mathématiques. Ça s'appelle Mishango ou Ishango. Je n'ai pas très bien compris. Oui, en fait, il y a deux jeux, c'est pour ça. Il y a le jeu de cartes Ishango et on a créé un jeu de plateau avec mes filles, le jeu de cartes le jeu de plateau Mishango avec un M devant. Ouais. Bon, j'ai bien tout compris. Donc, alors un jeu éducatif dont nous allons parler, donc jeu de cartes et un plateau, et cette campagne de crowdfunding pour pouvoir faire en sorte que ces initiatives voient le jour. Alors, apprendre les mathématiques de manière ludique. Comment vous est venue l'idée de prendre cette voie pour apprendre les mathématiques, Christian? Ouais, alors moi c'est vrai que les mathématiques, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, j'adore les maths. En fait, j'étais très vite plus qu'intéressé, j'allais dire passionné, résoudre des problèmes. Et j'ai eu l'opportunité, quand je suis revenu de Londres, de travailler pour un collège ouvert aux intelligences multiples. Et j'étais sidéré par l'état finalement du système éducatif en ce qui concerne les mathématiques, hein. Bon, les gens vont me dire il n'y a pas que les maths, mais clairement en ce qui concerne cette matière, j'ai été sidéré et je me suis dit non, il faut faire autrement. Sidéré par quoi? Par la manière dont c'est appris? Alors, l'allègement des programmes. Bien sûr, la manière dont c'est appris. Aujourd'hui, les enfants, ils manquent de concentration avec tout ce qu'on leur met comme jeux vidéo, comme réseaux sociaux. Ils n'ont pas la même attention. Vous arrivez dans une classe, vous avez plus de 20% des élèves qui ont des troubles. Ouais. Alors, c'est compliqué pour les professeurs qui ne sont pas justement adaptés, qui n'ont pas la formation adaptée face à ce type de troubles. Et de l'autre côté, on a allégé les programmes. Vous arrivez avec des enfants qui sont au collège, en 6e, 5e, et voire même jusqu'en 4e, qui ne savent pas leur table, qui ne connaissent pas leur table de multiplication. Ouais. C'était pas le cas il y a 20 ans. Et ça va de mal en pis. Et donc, l'idée, en fait, était pour moi de trouver un véhicule, de créer des outils qui permettent finalement de redonner des couleurs aux mathématiques. Souvent, les gens, ils ont un peu peur, ils font la moue quand tu parles de maths. Et donc, autant avec ma passion donc, pour la pédagogie, parce que ce n'est pas que la passion pour les maths, il y a la passion pour la transmission des maths. Ouais. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à la pédagogie et donc j'ai créé des outils. Le premier, ça a été un livre connecté qui permettait, à travers des petits exercices, de créer un peu la curiosité de l'étudiant ou de l'apprenant qui allait pouvoir finalement résoudre des problèmes de son quotidien. Hein, vous arrivez, vous avez un exercice associé par exemple aux additions, vous faites les courses, tous les jours vous êtes confronté aux mathématiques. Et donc j'essaie d'arriver sur son quotidien et cet ouvrage a été récompensé dans le fait où cet ouvrage laisse la porte finalement, autorise les maths à tout type d'intelligence. D'accord. Donc, c'est les maths qui s'adaptent à chaque... Oui, le livre est connecté. On a été récompensé pour ça lors de la 23e nuit du livre, 19e nuit du livre en 2023. Parce que finalement, oui, on a quoi? On a le côté cognitif avec les images. Ouais. On a des QR codes qui vont renvoyer vers des vidéos. Donc, on a aussi le son. On a le visuel. On essaye vraiment d'être adapté à tout ce type d'intelligence. Ouais, voilà. Alors, pour mettre ça dans le contexte de notre émission où on met en vitrine les talents d'Afrique dont tu fais partie, hein, Christian, l'Afrique est souvent reconnue pour son immense patrimoine culturel, ses civilisations millénaires et ses apports à l'histoire de l'humanité, mais on parle peu de l'apport de l'Afrique dans le développement des mathématiques. Certains auteurs ont même voulu dénier en fait toute connaissance et tout apport de l'Afrique, on les attribue souvent soit à la Mésopotamie, soit à la Grèce. La Grèce, effectivement. Alors qu'en fait, le berceau de l'humanité a été le premier continent en fait, à apporter son savoir au niveau des mathématiques.
Oui, en fait, des fois, tout est dit. C'est vraiment difficile, des fois, quand finalement, tous les jours, si on vous raconte un mensonge tous les jours, ben, à force, vous allez croire que c'est une vérité. Et c'est vraiment difficile, finalement, de dire aux gens d'utiliser un peu leur bon sens. J'ai écrit un livre, ça s'appelle Le Manifeste de la raison objective, parce que finalement, on l'a perdu, cette raison. Et quand vous passez au berceau de l'humanité, bien finalement, quand vous avez une civilisation, vous êtes obligé, finalement, d'organiser cette civilisation, et pour l'organisation de cette civilisation, vous devez développer des outils mathématiques. En fait, c'est assez logique, en fait. Pourquoi j'ai appelé ce jeu de cartes Ishango? Ishango, c'est justement, pour revenir à ta question, c'est Ishango, c'est un village où on a trouvé cet os. En fait, il y en a deux même, os d'Ishango. En RDC? Oui, voilà, on l'a trouvé au Congo. Donc, Ishango, en fait, c'est une petite région, en fait, en RDC, où, justement, un Belge a trouvé deux os, où sur cet os, il y avait gravé justement des équations. C'est pas que des équations mathématiques, c'est un début d'arithmétique, hein, donc des opérations arithmétiques, mais aussi une notion de nombre premier. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle les traces les plus anciennes finalement d'arithmétique qu'on ait trouvées au monde. Hein. On parle d'os qui datent de plus de 20 000 ans. Donc, je vous cache pas, entre les Européens et les Américains, il y a une différence au niveau de la datation du fait des idéologies. C'est très important. Les Américains sont très ouverts sur certaines choses. Les Européens ont une autre vision. Et il ne faut pas leur en vouloir. Chaque civilisation essaye de contrôler son récit. D'accord ? Et donc, c'est à nous, je pense... Ouais, oui, justement. C'est à nous, Africains, finalement, de contrôler notre récit. Et la problématique que j'ai, justement, avec nos frères et sœurs, c'est que quand vous leur dites la vérité, eh ben, ils n'y croient pas parce que, justement, ils se disent « mais c'est trop beau ». Non, parce qu'en fait, on leur a pas donné l'habitude en fait, de se dire que on est pionnier dans différents domaines et que ils n'ont jamais entendu que déjà pour les pyramides en Égypte et même bien avant ça, même les cauris par exemple qui sont des c'est la première monnaie, et ça permettait aussi de compter. Et donc c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer à un Africain à qui on a dit l'Africain est dernier de la classe dans tous les domaines. Alors, je tenais juste à dire aussi aux gens, je vais pas placer pour un complotiste, mais essayez finalement de raisonner. Moi, j'ai été à l'école comme vous, on m'a appris cette histoire et j'aime dire souvent, ben oui, c'est un récit nationaliste, c'est un récit héroïque où on a tendance finalement à toucher l'ego d'une population pour créer ce récit historique qui va nous lier. Mais c'est à nous aussi de réfléchir et de prendre de la distance. Tu as mentionné les pyramides c'est factuel. On ne peut pas revenir dessus. Mais quand j'étais petit, quand Michael Jackson a fait son clip avec Eddie Murphy, j'ai eu du mal à comprendre. Mais je ne comprenais pas pourquoi Eddie Murphy jouait ce rôle. Et donc c'est plus tard que j'ai compris que Michael Jackson essayait aussi de faire passer des messages. Et c'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait différents récits, différentes façons de voir l'histoire. Il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a plusieurs manières de raconter l'histoire. C'est à nous de prendre conscience que finalement, oui, les maths, on est une civilisation très scientifique et très mathématique. Oui. Alors, vous avez développé le pack Maths pour tous et ce jeu de cartes Ishango. Vous pouvez nous en parler, nous parler un peu de la manière dont il a été conçu et comment il rend ludique l'apprentissage des mathématiques? Oui, l'idée, en fait, c'est de créer un peu d'émulation. C'est-à-dire que, tout à l'heure, justement, le jeune homme qui est ici, quand il a vu le titre du livre, je suis venu avec un livre, Mieux comprendre les maths, j'ai vu qu'il y avait une crispation à l'intérieur. et je comprends. Nous, tous nos outils sont faits pour enlever cette crispation. Et donc, l'idée, finalement, du jeu de cartes, la plupart du temps, quand je l'introduis, je fais des tours de magie. Et donc, en gros, ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de leur montrer que, finalement, avec les maths, on peut arriver à beaucoup de choses. On peut arriver à comprendre certaines choses. Moi, par exemple, un truc tout bête, hein, je dis souvent à mes filles, quand je vais dans leur classe pour expliquer mon métier, je leur dis, oui, je fais de la magie, et on m'interdit d'aller au casino. Parce qu'au casino, on t'interdit de compter. T'as pas le droit de compter les cartes. Ah, ça, je savais pas. Ouais, parce que finalement, derrière, tu peux juste faire des raisonnements mathématiques qui vont donner un pourcentage de chance de gagner, etc. Et donc, les maths sont partout. Et ce qu'on a essayé de faire à travers ce jeu, c'est finalement vous permettre de faire de la magie, essayer de deviner finalement un nombre secret de votre adversaire à travers des petites questions de maths.
D'accord. Et donc, vous imaginez, vous mettez un nombre secret. Moi, je pose quelques questions. Est-ce qu'il est père? Est-ce qu'il est ceci? Et des fois, en bout de 5 ou 3 questions, j'arrive à deviner votre nombre. D'accord. Et donc, les gens sont assez stupéfaits et j'essaie de leur dire, leur rappeler que, mais attention, c'est pas que de la magie. C'est des maths avant tout. C'est de la logique, en fait. C'est de la des logique, c'est des calculs. maths, c'est des calculs. Et donc, ça vous peut, et ça permet justement de travailler la mémoire, le Ouais. calcul mental, l'arithmétique de base, les critères de divisibilité. Je vous invite vraiment à regarder ce jeu. Il a un franc succès. Et c'est ça qui nous a poussé à faire ce jeu de plateau avec mes filles, Michango. Alors, qui- d'accord. ok. Ouais, et le jeu de plateau, c'est un peu différent. Là, cette fois-ci, il y a une notion de stratégie. D'accord. Vous pouvez toujours jouer entre 2 et 6 joueurs. Avec des pions? Ouais, là, il y a des pions, il y a des dés. On est toujours sur des épreuves un peu mathématiques, des énigmes. Il y a de la compétition. On va voir qui va être le plus rapide à répondre à une question, etc. Et on l'a testé justement aux 24 heures du jeu de Mans où on était invités. Et les gens ont adoré, quoi. Ont adoré. Et si vous voyez le sourire de ces familles, vous pouvez pas imaginer que c'est autour de mathématiques. Mais c'est le but. Le but, il est là. Alors, on a parlé aussi du pack, parce qu'en fait, vous avez tout un panel d'outils que Ouais. vous proposez. Le pack Maths pour tous, qui utilise, vous disiez tout à l'heure, des QR codes pour l'interactivité. Alors, comment cette fonctionnalité améliore l'expérience d'apprentissage et l'ouverture aux intelligences multiples? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des livres, je vous ai ramené un de ces livres, mais la plupart des livres, vous voyez, ce qui est bien, quand moi je fais des stands, les enfants vont directement sur ces livres. C'est parce que pour eux, c'est pas des livres de maths. Et même toi, quand tu regardes, c'est coloré, c'est pas un livre de maths en fait. Ouais. Et donc déjà, ça les attire. La deuxième chose que je fais, ce qui est très important, c'est aujourd'hui, on a des enfants qui sont très visuels, qui sont attirés par beaucoup de choses et qui peuvent être vite détournés. Leur attention, on voit beaucoup l'augmentation des troubles au niveau de l'attention, etc. Et donc là, je leur permets de quoi? Visuellement, il y a un petit problème de maths, il y a un visuel. Le visuel, ça donne un côté cognitif. Je Ouais. rentre dans la réalité. Ouais. C'est pas un problème de maths froid, c'est visuel. Ah oui, mais moi j'ai déjà fait des courses, etc. Ensuite, on a quoi? On a des indices. Et vous voyez, on a travaillé la couleur. On essaye de donner envie finalement. De le rendre attrayant. Ouais, voilà. On rentre dans son. Il y a une charte graphique qui lui permet finalement d'être attiré. Et là, on a effectivement des QR codes. Là, on a du cours. Et les QR codes nous permettent. Il y a des leçons qu'on a oubliées. Avec le QR code, ça nous renvoie vers une vidéo où la leçon est expliquée. D'accord? L'idée, elle est là. Et donc, pourquoi je parle d'intelligence multiple? Parce que, effectivement, on a des enfants qui sont plus auditifs, Ouais. d'autres qui sont plus visuels. Il y en a certains, ils sont plus cognitifs, ils veulent toucher. Pour eux... Et ça, c'est vrai que c'est un aspect que l'éducation nationale ne prend pas en compte. Et c'est vrai que c'est problématique. Moi, je l'ai vu avec ma fille qui a plus une mémoire auditive. Et je sais qu'il y a beaucoup de ces lacunes qui sont dues à ça. Et oui, et quand vous regardez l'équation, vous avez un professeur qui a été formaté à formater. Non, moi, quand vous allez dans mes classes et quand vous allez dans... Je suis désolé pour mes anciens collègues, mais quand vous allez dans les classes de mes collègues, c'est comme nous à l'ancienne. À l'ancienne, tout le monde faisait la même chose. Allez, prenez vos livres. Et donc, on n'a pas le temps d'observer l'élève, on n'a pas le temps de le comprendre et on n'a pas le temps de comprendre ce qui fonctionne le mieux avec lui. Ouais. Moi, tous mes élèves, je les connais parce que je les laisse vivre. Je mets des garde-fous, mais je les observe. Et effectivement, comme tu le dis, il y en a certains, ils sont plus auditifs, d'autres plus visuels, d'autres, ils veulent toucher, ils veulent bouger. Ouais. Et ce qui est très important de réaliser, c'est que le professeur ne peut pas se permettre finalement de s'adapter à chacun. Ouais, c'est compliqué pour lui. Ouais. Il ne peut pas, il a un programme à suivre. Aussi, par manque de temps. Ouais, manque de temps. Et on va pas se mentir non plus. Peut-être aussi manque d'envie. Ça demande un travail supplémentaire. Je comprends aussi. Hein. C'est humain quand vous y pensez. Hein. Y a quelqu'un qui m'a dit une chose qui est très vraie. Il m'a dit, mais vous savez, aujourd'hui, les professeurs, ils pensent à survivre. Quand vous imaginez, quand vous voyez tous ces gens qui prennent le métro, qui vont travailler, et vous vous dites, oui, mais un professeur, mais on ne peut pas lui demander de s'adapter, parce que lui, il est comme vous. Il vient pour survivre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? C'est des métiers qui ont perdu leur lettre de noblesse avec le temps, aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Effectivement. Leur lettre de noblesse, que ce soit au niveau des rémunérations, que ce soit au niveau du respect des parents. Ouais. Et donc, la vocation, elle disparaît. La passion d'enseigner disparaît.
La patience disparaît. Et donc voilà, et donc c'est pas lié qu'à un seul facteur, mais aujourd'hui on se retrouve avec de grosses difficultés, de grosses problématiques. On a de plus en plus d'enfants qui sont entre guillemets spéciaux. TDAH, les enfants zèbres. 10, zèbres, etc. Et de l'autre côté, on a moins en moins de professeurs avec de la vocation, hein, cette envie d'enseigner, ce plaisir d'enseigner. Et donc, en plus des allègements de programme, c'est très compliqué, très très compliqué. Alors, quel est le public cible de ce jeu? Y a-t-il une tranche d'âge spécifique? Vous nous parlez Ouais. de... Alors, moi, Allez-y. je dis plus de 7 ans. Mais même quand je dis ça, souvent, il y a des parents qui me disent « Ah oui, bon, elle a 6 ans. » J'ai écouté. Quand je dis plus de 7 ans, c'est parce que je veux mettre un âge. C'est comme ça que tout le monde fait. Mais si je dois vous dire... De 7 à 77 ans, en général. Ouais, de 99. Non, moi, je vais jusqu'à 99 ans. Je suis camerounais, donc on ouvre. Non, ce que je vous ai juste dire, c'est que 7 ans, en fait, je dis souvent aux parents, c'est nous qui mettons des limites aux enfants. Les enfants, à la base, ils n'ont pas de limite en ce qui concerne l'absorption. Entre 0 et 8 ans, un enfant, il absorbe. Vous pouvez faire de la magie avec lui. Mais c'est les limites de ses parents ou des professeurs qui va faire qu'il s'arrête. Et donc, je dis 7 ans, mais un enfant de 5 ans, avec quelques notions d'arithmétique, il peut aussi le faire. Il faut savoir que le jeu est graduel. Vous pouvez augmenter la difficulté du jeu, etc. Et donc, vous pouvez grandir avec ce jeu. Et l'idée, c'est de passer des moments familiaux ou des moments de partage qui soient aussi ludiques. Ouais. Alors, quels sont justement les retours? Parce que je vous vois souvent dans des foires et salons pour aller à la rencontre de votre public. Quels sont les retours que vous recevez, que vous avez reçus des utilisateurs des différents outils que vous proposez, que ce soit les parents, les enfants ou même les éducateurs? Alors, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire, j'ai fait le tour de France. Et ça m'est arrivé de retrouver des gens, des lecteurs, des apprenants, des étudiants, des parents, émerveillés, quoi. Et moi, il n'y a rien de plus beau que de faire apparaître cette lumière chez un enfant ou même chez un parent qui était désespéré. Et je dis, moi, ça m'arrive, il y a des parents qui arrivent, ouais, il est nul en maths, il est comme moi, etc. Je dis, mais c'est très négatif, ce type de phrase. Et puis, on n'est pas nul en maths. On a des difficultés en maths. Parce que le verbe être, c'est un verbe puissant. Avoir des difficultés, ça veut dire que je peux les avoir et ne pas les avoir. Être quelque chose, ça résonne, c'est dur. Se remettre en question tout son Bien être. sûr, bien sûr. Et donc, et finalement, à travers ces outils, je lui montre, attention, non, votre fils, il a peut-être des mauvaises notes à l'école, mais je peux vous dire qu'il est bon en maths. En 2 minutes, je suis capable de diagnostiquer un peu un enfant. Je lui pose quelques questions, je vois sa façon de réfléchir. Ces outils sont là aussi pour ça. D'accord. Être capable de voir comment réfléchit votre enfant. Parce que des fois, c'est compliqué. Hein. Et des fois, je l'entends, hein. Je suis parent moi-même. Hein. Il y a des fois, il y a des professeurs qui disent aux parents, non, c'est pas la bonne méthode. Ah, cette méthode, on la fait plus comme ça. N'apprenez pas ça à vos enfants. Et votre enfant, il arrive, il a peut-être des solutions, c'est-à-dire qu'il a peut-être des solutions associées à un problème, et son prof lui dit non, c'est pas la bonne démonstration. T'as faux, c'est pas ce qu'on a vu à l'école. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et donc, votre enfant, il est peut-être pas bête. Je dis à tous les parents, n'hésitez pas à me contacter ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais je dis à tous les parents, ne mettez pas votre enfant dans un trou. Évitez les phrases négatives. Les phrases, moi, que j'entends, tu parlais des stands, le truc typique, ah, les maths, c'est pas fait pour moi. Et souvent, c'est bon, parce que je rencontre beaucoup de mamans, souvent les mamans, ah non, les maths, c'est pas fait pour moi, il va voir avec son père. Et le problème de cette phrase, vous êtes en train de dire à votre enfant qu'il existe une matière où vous pouvez appliquer un certain déterminisme et dire, c'est pas pour vous. Vous imaginez la porte ouverte que vous laissez finalement à l'enfant. C'est-à-dire qu'en gros, écoute maman, moi aussi, hein, le français, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, vous avez des problèmes. Ok, j'ai des difficultés en maths. Mon enfant aussi. C'est autre chose. C'est autre chose. Ne laissez pas la porte ouverte au déterminisme. On peut changer les choses et surtout, prenez le temps d'écouter votre enfant, d'analyser sa manière de réfléchir. Ce livre-là, je l'ai fait pour ça. C'est un livre d'énigmes, c'est mieux comprendre les maths.
ces énigmes, c'est un peu comme, vous vous souvenez, les incollables quand on était petit. Là, vous êtes en famille, ça crée beaucoup d'émulation. Et là, vous voyez que, si, finalement, il a trouvé la solution. Mais il n'a pas utilisé le même chemin que X, Y. Explique-moi comment tu as fait, c'est quoi ton raisonnement? Ouais, moi, j'ai pensé à ça et ça. Et là, vous voyez comment votre enfant réfléchit. Et justement, les retours, parce qu'on n'a pas vraiment répondu à la question. Hein? Non, ils sont très positifs. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on vous dit quels sont les termes qui sont utilisés? Alors, les termes utilisés, on le fait tous les soirs. On a notre activité, on fait des énigmes en famille. Ouais. Les termes utilisés, c'est quoi? C'est finalement, on joue aux maths. Il aime pas les maths. Après, ça, je pense que ça doit être génial pour vous d'entendre ça. On joue aux maths. À la base, il aime pas les maths, mais maintenant, on joue aux maths. Mais c'est merveilleux. Pour moi, c'est merveilleux. Moi, mon but, il est là. C'est de décomplexifier les gens, de les décomplexer vis-à-vis des maths. Et je vais vous dire, peut-être que vous avez pensé que mon avis est un peu biaisé, mais derrière les maths, il y a la pertinence. Ouais. C'est-à-dire que tout individu, durant tout au long de sa vie, est confronté à des choix, est confronté à des décisions. Ouais. Et toutes ces décisions, quand vous y pensez, elles sont liées. Il y a un raisonnement logique, mais aussi mathématique. Et même toute connaissance scientifique, en fait, à la base, il y a des mathématiques. Ça va au-delà de ça. Le langage, c'est mathématique. C'est-à-dire que les règles du langage, quand vous voulez construire un langage, il y a ce qu'on appelle un raisonnement mathématique derrière. On peut parler de lambda calcul, de machine de Turing. Quand vous voulez créer un langage, il y a des notions mathématiques derrière. Quand vous prenez n'importe quelle décision, c'est pas lié qu'aux sciences. Oh, est-ce que je vais me marier avec cet homme ou cet homme? Eh bien, finalement, il y a des calculs qui se mettent en place. À chaque fois, alors, je vais acheter cette salade. Dans le quotidien, c'est à tous les moments. À tous les niveaux. Je prends ce job ou celui-là? Même rien que dans un rayon de supermarché, je prends tel article ou je prends celui-là. Oui, et puis j'aime bien faire cette petite remarque. Ça m'arrive, on m'a jeté d'un supermarché. Pourquoi? Parce que je suis venu avec des élèves et je voulais leur montrer. Voilà, vous pensez que les maths ne servent à rien? Regardez, tous les jours, les maths, elles vous servent. Et je leur montre des boîtes de 3 pots de maïs. Et je lui montre la grosse boîte de maïs. Et je leur demande lequel est le moins cher. Et donc, ils ne comprennent pas ma question. Je lui dis, mais comment vous savez que lequel est le moins cher? Récemment, il y a une loi qui a été... On a forcé les grands distributeurs à mettre le prix au kilo. Mais ils jouent encore les malins. C'est-à-dire que des fois, ils te mettent la boîte à l'unité. Ouais. Et puis, des petites boîtes, ils te mettent le prix au kilo. L'idée du prix au kilo, c'est de pouvoir comparer. Et en gros, on essaie, pendant des années, les grandes surfaces se sont moquées finalement de leurs consommateurs en jouant sur des centimes. Par exemple, il y avait le paquet familial qui était supposément moins cher. En fait, on s'est rendu compte que non. C'est des fausses promotions. Voilà. Quand on calcule le prix au kilo, on se rend compte. Voilà. C'est supercherie, on va dire. Voilà. Et donc, on a été obligé de faire une réglementation pour obliger les grandes surfaces à dire que chaque fois qu'il y a l'appellation lot familial, faut que ça soit moins cher. Donc, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'avant, bien sûr, il y avait beaucoup de supercheries. Et donc, l'idée, c'est que tous les jours, en fait, vous êtes confrontés aux mathématiques. Et plus vous emmenez vos élèves dans les supermarchés. Mais moi, en fait, la vie, c'est une expérience. La vie, c'est une expérience. Moi, j'adore ça. Moi, mes cours, ils sont vivants. Moi, j'aime bien là, par exemple, il y a des étudiants, là, cette fois-ci en master. J'aurais donné un exercice que vous avez trouvé assez intéressant. J'aurais dit, écoutez, combien d'entre vous jouent au paris sportif? Et il y en a quelques-uns, ils sont à fond. Je leur dis, bon, écoutez, essayez de trouver des arbitrages en ce qui concerne les paris sportifs. C'est-à-dire que derrière les cotes, des fois, il y a des arbitrages. C'est-à-dire que les cotes, elles sont mal faites. D'accord? La plupart du temps, à l'avantage du dealer. C'est-à-dire que le bookmaker, que ça soit, je ne vais pas citer de marque, mais fait exprès finalement de trafiquer entre guillemets les cotes. Mais normalement, en tant qu'individu, j'allais dire intelligent ou pertinent, vous pouvez comparer les cotes. Vous pouvez même faire il y a ce qu'on appelle des opportunités d'arbitrage en finance. Ouais. J'achète un pari chez l'un,
je le revends chez l'autre, etc. Et je peux me faire d'argent en étant sûr, quel que soit le résultat du match, de me faire d'argent. Et en fait, c'est pour leur montrer les chances de gain qu'ils ont, en fait, c'est ça? Oui, alors c'est juste, comme moi je fais de la finance aussi, j'enseigne de la finance, c'est pour leur montrer que ce qu'on fait sur les plateformes de trading, Ouais. on peut le faire aussi dans les plateformes de paris sportifs. D'accord. D'accord. Et donc, et ça, dans la vie de tous les jours. Par exemple, vous faites Leclerc Auchan. Pourquoi est-ce qu'il y a des familles qui préfèrent acheter dans différents magasins plutôt que d'acheter tout dans le même magasin? C'est qu'à un moment, vous avez fait un calcul. Ouais. Ok, c'est moins cher à Auchan, mais l'essence que je mets... Donc, il y a des tonnes de calculs à faire. Et après, oui, il y a pas mal d'opportunités d'arbitrage. Moi, je me souviens des pubs, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse. Moi, quand vous me dites ce type de slogan, moi, ça me fait rire. C'est-à-dire que je vois le risque que vous prenez. En tant que le risque commercial, en tant que au niveau marketing, je vois le risque que vous prenez. Tout est calculé chez vous, en fait. Oui, mais de l'autre côté, il faut savoir que les grandes distributions, elles comprennent ça. Même quand elles font ce genre de promotion, elles se disent « Ah, peut-être qu'il y aura moins cher ailleurs ». Mais le pourcentage de personnes qui vont faire l'effort d'aller trouver moins cher, de revenir nous ramener, il va être tellement faible. Ok, ça va, ça rentre dans nos marges. Ils sont forts, hein, dans le marketing. Oui, mais et encore une fois, derrière le marketing, il y a encore des maths. Vous voyez? Et donc, on est dedans. D'accord? On ne peut pas y échapper. Alors, vous avez choisi le crowdfunding pour financer ce nouveau jeu Ishango. Quelles sont les raisons de ce choix? Et dites-nous sur quelle plateforme vous avez décidé de lancer cette campagne. Oui, alors, on va la lancer la semaine prochaine. Donc là, je l'annonce en exclusivité. D'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi... Donc la plateforme, c'est la plateforme Ulule, Okay, pour le jeu Mishango, avec un M devant. D'accord, ok. C'est le jeu de plateau. Ouais. Alors, pourquoi on a choisi cette méthode? En fait... il faut savoir que le crowdfunding, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle aussi une proof de concept. C'est-à-dire ça montre qu'il y a un intérêt. Ouais. Moi, vous savez, j'ai fait le tour de France, j'ai vu le besoin. Je suis capable de présenter le besoin. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est créer une communauté autour des maths. Et je vais vous dire, on veut aller beaucoup plus loin, faire des événements aussi autour des mathématiques, rehausser le niveau, en fait. Et cette campagne de crowdfunding, ça nous permet de créer une communauté et de payer aussi les coûts de production finalement de ces jeux plateaux. C'est pas si facile à produire en termes financiers, mais c'est vraiment créer une communauté autour des mathématiques et puis donner une chance finalement à vos enfants qui sont finalement nos enfants, les enfants de la société de demain, quoi. Ça pourrait être une coupe des quartiers des mathématiques, une coupe Alors, des mathématiques. alors on y pense. J'ai pas trop envie de donner le. Comme la grande dictée. Exactement comme la dictée pour tous. Ça s'appelle Mathématon. On est déjà en discussion. Non, on est déjà en discussion avec des mairies. Ouais. Et donc bon, là, tu vois, beaucoup d'exclusivité pour toi. Mais l'idée, oui, c'est que à la rentrée, on ait ces événements où on puisse finalement réunir toute une collectivité autour des mathématiques. Ouais. Alors, quels sont les défis que vous anticipez avec cette campagne de crowdfunding et quelles sont les attentes et au niveau de la périodicité, le jeu il devrait sortir quand Alors, nous, on veut sortir en octobre, d'accord, c'est-à-dire quelques jours après la rentrée. Nous, c'est clair que il nous faut communiquer. Après, je sais que les gens sont en vacances, mais c'est parce qu'ils sont en vacances qu'il faut qu'ils prennent conscience aussi que la rentrée approche, se prépare. Et c'est pour ça que cette notion de communauté, elle est importante pour moi. Je peux aller vers les gens et leur expliquer certaines choses, mais à un moment, il y a des choses aussi que vous devez aussi passer à l'action. Mon engagement que je fais vis-à-vis de vos enfants à travers ces outils, vous aussi, vous devez vous engager vis-à-vis de vos enfants et leur donner cette chance de ne pas être dans le déterminisme, de pas penser qu'ils sont nuls en maths. Ils ont des problèmes et on peut les régler. Alors, Christian Kemschwang, je rappelle donc que vous êtes professeur de mathématiques financières, vous êtes formateur, vous êtes écrivain, conférencier. Vous nous racontez un peu votre parcours? Oui. Vous savez, des fois, je suis quelqu'un, j'ai cassé le rétroviseur. Je pense que pour être performant, il faut ne pas avoir d'ego et toujours se remettre en question. Ah, j'adore cette notion. Ouais. Et donc, c'est pour ça que des fois, quand je suis sur un projet, je suis à fond et j'oublie mon passé. Mais moi, à la base, j'ai fait des études de maths et d'informatique, après un baccalauréat scientifique.
J'ai ensuite fait un DEA très connu en maths financière, très dur, très théorique, qui m'a permis de faire de la recherche quantitative pour les banques. Je peux les faire pour d'autres institutions, hein, mais bon, on se cache pas. Moi, j'ai grandi en banlieue. Je viens d'une famille un peu, comment dire, modeste. Et donc, à un moment, c'est pas la course à la réussite, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai une famille derrière moi, et donc voilà. Donc, on commence à travailler pour des banques, et ça va très vite. Je suis parti très vite à Londres. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans à la City pour différentes boîtes, que ce soit Barclays, HSBC, enfin voilà, dans différents rôles. Mais mon job, en fait, c'était de pricer, donc valoriser des produits financiers assez complexes, et d'être capable d'établir des stratégies de couverture pour ces produits, et en même temps développer des outils de risque ou d'aide à la décision en termes de trading. Et de l'autre côté, je suis rentré en France il y a 7 ans, où j'ai décidé finalement d'entreprendre. J'ai créé une première boîte qui fait du prêt entre particuliers, WeRepo. C'était très très dur. Peut-être que ça fera le sujet d'une autre émission, mais avec plaisir. Et de l'autre côté, j'ai créé une boîte qui s'appelle Afrisia. On me connaît beaucoup pour ça parce que l'idée de cette boîte, qui peut paraître un peu utopique, c'était de retrouver vos valeurs. C'était une application, vous rentrez vos valeurs, vous cherchez à consommer, vous consommez en fonction de vos valeurs. Parce que quand vous y pensez... Les valeurs personnelles. Ouais, ça peut être bio, Made in Africa, je cherche un coiffeur, tous les coiffeurs associés à vos valeurs sont géolocalisés. L'idée, c'est de mettre son argent là où sont ses valeurs. Finalement, mes premiers clients, je les ai écoutés et ils me disent « Ouais, c'est bien ton application, mais nous, on veut plus. Est-ce que tu peux m'accompagner sur ça, ça, ça ?» Et finalement, on est devenu une agence d'accompagnement où on accompagne des PME, TPE, porteurs de projets, dans différentes missions. Ça peut être de l'analyse financière, du prévisionnel, ça peut être du business développement, ça peut être, on a déjà fait des shootings, on a déjà fait des événements pour nos clients. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous booster, parce que l'entrepreneur, il est la tête sur le guidon, il est à fond, mais il est dans le brouillard. Et l'idée, c'est de l'aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça et d'être beaucoup plus performant. Et donc, voilà un peu sur... En fait, en gros, c'est mettre de l'humain dans tous ces domaines qui sont un peu rigides, en fait, j'ai l'impression. Alors l'humain, je sais pas, parce que les gens qui me connaissent ont souvent tendance à dire que c'est pas que je suis tout sauf humain, mais dans ma façon d'opérer, dans mon énergie, dans le fait que finalement, je suis un peu workaholic, ben, on aura tendance à dire « Ah non, il n'est pas humain, en fait. » Mais pourtant, si. Mais pourtant, j'ai une grande empathie. Et c'est cette empathie qui me donne l'énergie d'aller sur ces projets à impact, en fait. Quand on transmet, et même ce que vous faites avec vos élèves, en fait, ben oui. C'est empathique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est humain aussi. C'est très humain. Mais vous savez, je dis souvent, vous voyez, tout le monde admire Martin Luther King. Ouais. Mais si vous demandez à sa fille, est-ce que Martin Luther King est un bon père, ben, elle va vous dire quelque chose d'autre. Donc c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que je veux que la société soit meilleure. Je veux ramener de l'ordre, de la raison dans cette société. Mais ma volonté universelle, disons, implique au niveau personnel, que je sois un peu détaché, en fait. Ouais. Parce que je suis en mission, en fait. Et moi, j'adore. Après, toi, en fait, c'est le regard que tu as. Mais de l'extérieur, moi, en tout cas, quand je te vois dans les événements, être là, dans le partage avec les jeunes, essayer de leur montrer que les mathématiques, c'est pas aussi compliqué, moi, je trouve que tu es très, très humain. Ouais, non, mais moi, je sais que je suis très humain, mais je sais que je suis aussi, il y a un côté un peu obsessionnel, où je sais que si tu regardes mes journées, bon, je pense que tu es entrepreneuse un peu comme moi, si tu regardes mes journées, ça en finit pas, quoi. Ça finit pas. Mais c'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Parce que tu es aligné. Donc, ça avance tout seul. Mais j'ai conscience que d'un point de vue extérieur, ça peut poser problème. Voilà. Alors, pour des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui vous découvrent, qui découvrent un petit peu tous les outils que vous proposez, quelles sont les recommandations que vous pourriez faire par rapport à certains outils disponibles, pas que
le pack Mac pour tous, le jeu de cartes. Je sais qu'il y a également beaucoup d'ouvrages autour des mathématiques. Est-ce que vous voudriez recommander aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, ce que je leur recommanderais déjà, si votre enfant a des problèmes à l'école, la plupart du temps, c'est pas lié à un problème à un instant T. C'est-à-dire que ça s'est joué avant, en fait. Ouais. Vous avez des enfants, ils sont en seconde, par exemple, t'es en seconde, c'est ça? Ouais, il y a des jeunes qui sont en seconde, et souvent ils vont dire comment ça va en maths? T'inquiète. Le t'inquiète, on le connaît, le t'inquiète. C'est là où tu dois t'inquiéter. Quand il te dit t'inquiète, c'est là où tu dois t'inquiéter. Merci. Voilà. Et donc les problématiques, des fois, ça s'est joué en cinquième. Et le problème des maths, surtout de la manière dont on les apprend en France, c'est que ça fait boule de neige. C'est-à-dire que un petit problème que tu as eu en cinquième, j'ai loupé une partie du cours en cinquième, ça s'agrandit. Et tu arrives en seconde, et en seconde, le prof, il sait que ça date de loin. Mais il n'a pas le temps, le prof, de revenir sur... non. Donc, et surtout que ces problèmes, ils se sont généralisés avec le Covid, où il y a eu beaucoup d'enseignements à la maison, à l'extérieur. Il y a beaucoup d'enfants qui ont décroché pendant cette période. Bien sûr, il y a toute une génération on va subir cette génération. J'ai dit subir, oui, un peu, on va subir cette génération. Il y a cette génération aussi qui n'a pas eu les maths obligatoires. Ça, c'était très grave. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont eu le bac sans avoir de maths en première ni en terminale. Ah ouais. Qui se retrouvent en école de commerce, c'est compliqué. Et donc, ce que j'essaie juste de dire, c'est que nous, on a créé un livre, ça s'appelle Apprendre les maths, où on a regroupé finalement tout le programme de collège à terminale. C'est-à-dire que l'enfant pourra revenir sur les notions qu'il a mal assimilées. D'accord. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est un point de vue un peu scolaire. On l'utilise aussi en reconversion professionnelle. Vous voulez passer un diplôme niveau bac, vous utilisez ce livre, ça va vous permettre de retrouver un peu ce niveau. Après, on a un outil pour les moments familiaux, mieux comprendre les maths. C'est les énigmes dont je vous ai parlé. C'est bien parce que ça vous permet de comprendre comment réfléchit votre enfant. Ouais. Là, c'est très bien parce que vous partagez des moments et vous pouvez voir les difficultés de vos enfants, mais en profondeur. D'accord ? D'accord. Et après, ce qui est bien avec le jeu de cartes, c'est que là, on est vraiment... mettez-le dans votre quotidien et votre enfant, ça va devenir une machine, quoi. Moi, je vois des enfants, maintenant, ils ne parlent que par ça. Moi, je reçois des emails sur LinkedIn, des messages sur LinkedIn ou sur Instagram. On me dit, oui, mon enfant, il est à fond. Maintenant, le calcul mental, il est très fort, etc. Et en fait, il faut se rappeler qu'il y a 20, 30 ans, oui, c'était ça, le calcul mental, c'était ça, en fait. C'était une évidence, parce qu'on l'apprenait dès la primaire. Aujourd'hui, demandez à vos enfants de faire un test simple. Écoutez tous, un test simple. Vous faites 7 x 12 à vos enfants. Ils ne savent pas faire. Et ce qui me dérange le plus, c'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'ils n'essayent même pas. C'est 84, non? 7 x 12? Oui. Oui, c'est ça. Ah, merci. Mais il fallait. Non, mais le but, c'est pas. Non, mais le but, c'est vraiment de les laisser faire. Et vous allez voir, ils n'essayent même pas. C'est ça qui est dur. C'est qu'ils abandonnent, en fait. Ouais, ils vont prendre une calculatrice. Ouais, ils vont prendre leur téléphone, etc. C'est incroyable. Et ça, c'était des trucs que nous, on savait faire dès la 6e, c'était évident. Enfin, c'était pas un truc de fou en soi, quoi. Mais là, même, le processus, c'est-à-dire, 7 x 10, 70, 7 x 2, 14, 70 plus 14, etc. Non, la moitié des enfants, ils ne savent pas faire ça. En 6e, ils ne savent pas faire ça. Et la moitié, encore toujours, en 3e, ne savent pas faire ça. Il faut leur parler en euros. Ouais, oui. Moi, ma fille, ça passait par ça, en fait. Elle aimait tellement l'argent que fallait passer par... Non, mais c'est important. Moi, je trouve ça très bien. Moi, mes filles, des fois, je les amène en salon. Et non, elles tiennent la caisse. Et non, c'est important. Il faut maintenir ça. C'est très, très important. Et s'il faut aller dans leur univers. Moi, je fais des cours, des fois, je leur parle des réseaux sociaux. Je leur dis, mais pour vous, quel est l'influenceur le plus influent? Et donc, eux, tout de suite, Cristiano Ronaldo, ou X ou Y. Je leur dis, pourquoi? Ils disent, ouais, mais il a plus de followers. Alors, c'est parce que tu as plus de followers que tu es plus influent. Donc, comment on évalue l'influence d'un influenceur, d'un pseudo-influenceur? Et comment je différencie Cristiano Ronaldo de Messi ou d'un autre, etc. Et là, on arrive à des vraies questions. Et là, ils sont, je sais pas, nanani. Et le nombre de likes, le taux d'engagement. Et c'est là où on voit les vraies choses. Et donc, derrière ces KPI, il y a des maths aussi.
Et donc là, je rentre dans leur univers. Et donc tout de suite, ça passe beaucoup mieux. Donc, ouais. Et le jeu Michango, participer à la campagne de crowdfunding, on l'a déjà testé aux 24 heures du jeu, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Comment vous avez envie de conclure? On a dit beaucoup de choses, on pourrait encore discuter pendant encore pas mal de temps, hein. Vous le savez, Christian, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur l'antenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Où est-ce qu'on va pour participer à la campagne du crowdfunding et quelle est la conclusion que vous avez envie de donner? Ouais. Alors la campagne de crowdfunding, c'est sur Ulule, mais suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Donc il y a Christian Kamchwang Achiever. Et on a aussi un Instagram pour le jeu, ça s'appelle Michango Jeu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne tous mes outils, ils sont disponibles sur mon site web www.christiankamchwang2022.fr. Il y a un espace boutique. Et de l'autre côté, ce que je tenais juste à dire, les maths ne sont pas une fatalité. Vous pouvez dompter les maths. N'ayez pas peur. Et surtout, dites-vous que les maths, c'est comme une petite grippe. Ok, vous tombez malade, mais vous pouvez en guérir. Vous pouvez devenir très fort en mathématiques, quel que soit votre âge, quel que soit le niveau que vous avez. Ça, c'est très important. En jouant avec les maths, vous pourrez arriver à de grosses performances. Ouais. C'est sur les réseaux que ça se passe à présent, Christian Kamchwang, et n'hésitez pas sur Ulule pour la campagne de crowdfunding du plateau Michango, si vous voulez également vous le procurer. Plus d'informations sur les réseaux, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu nous avoir donné tous ces éclairages et nous avoir raconté votre passion pour les mathématiques que vous transmettez avec brio. Merci beaucoup d'être venu dans les matins d'Aïssa. Merci, en fait, le plaisir était pour moi. À très bientôt. Dans cette ambiance mandingue avec le Hendrix de la Cora, le grand sec avec le titre Beta Sona en live. Merci d'être avec nous à 11h43. Il est 9h43 en temps universel et du côté de la Guinée, on vous salue bien chaleureusement. N'oubliez pas, on recevait hier l'un des porteurs de cet événement Lumumba Award qui revient pour... qui y aura dont la première édition se tiendra, je vais y arriver, au théâtre du Gymnase, donc lancement de cette cérémonie pour célébrer l'excellence congolaise en diaspora, une cérémonie de remise de prix, mais pas seulement. Rendez-vous vendredi 20 juin, donc ce vendredi au théâtre du Gymnase à Paris, dans le 10e arrondissement. On se retrouvera, vous le savez, dès demain avec d'autres invités. On va en profiter pour s'écouter un peu de musique en attendant la fin de notre rendez-vous de ce mercredi 18 juin 2025. Bienvenue, merci de nous suivre. Les matins d'Aïssa sur Espace.